Alors nous passons maintenant à un deuxième volet de nos présentations, les engagements du protestantisme dans la cité du XXIe siècle. Les questions de tension, les questions d'engagement, les questions de laïcité, les questions de pluralité qui seront abordées par nos trois intervenants. Donc en premier, Yannick Fer, qui est chargé de recherche au CNRS et qui vient de publier en compagnie, donc conjointement avec Gwendoline Fer, son épouse, un ouvrage, Le protestantisme à Paris. Et donc en ce moment, je l'invite à venir prendre place et prendre la parole. Merci pour cette invitation. J'ai plus en tête le titre, vous l'avez dit, c'est diversité. Enfin... bon, je sais de quoi je vais parler. Voilà. Alors Yannick, vous allez parler de diversité et unité, dynamisme et tension du protestantisme dans le Grand Paris. Voilà, ça me revient. Alors, c'était pour vérifier que ça s'enchaînait bien avec ma première phrase. Et donc, pour parler de la diversité et des dynamiques observables au sein du protestantisme en Île-de-France, je vais d'abord rappeler en quelques mots les caractéristiques de cette région, et on verra de quelle manière la physionomie du protestantisme francilien est façonnée par ce contexte local, et dans quelle mesure il participe ou résiste à un ensemble de déterminations sociales et économiques. Alors je déclinerai cette description de la diversité protestante en Île-de-France autour de trois grands thèmes: les théologies, les cultures et les générations. Et je terminerai en disant quelques mots des enjeux spécifiques qui sont liés à la visibilité protestante dans l'espace public parisien. Donc la première chose, c'est Paris comme une ville globale. Paris est ce que l'anthropologue Saskia Sassin appelle donc une ville globale, marquée par quatre phénomènes dont on peut aussi mesurer les effets en terrain protestant: concentration, hiérarchisation, ségrégation et migration. Concentration parce que près d'un Français sur 5 vit en région parisienne. Les indications statistiques dont on dispose montrent que ce sont probablement les mêmes proportions au sein du protestantisme. L'Île-de-France est aujourd'hui l'une des plus importantes régions protestantes de France, si ce n'est la première, avec un peu plus de 20% du total. Dans certaines églises, cette concentration produit des changements profonds, par exemple au sein des Assemblées de Dieu, la principale dénomination pentecôtiste en France. Entre 1997 et 2007, l'Île-de-France a connu une progression au sein de cette église de 43%, et elle représente désormais un peu plus de 18% des membres de l'église à l'échelle nationale, devant des régions d'implantation historique comme la Normandie ou Rhône-Alpes. Deuxième point, les migrations. Selon une estimation de 2006, 40% des immigrés de France habitaient en région parisienne, et l'Île-de-France rassemble des personnes originaires de 192 pays différents. Le protestantisme francilien intègre lui aussi une partie de cette diversité d'origine, vous l'avez dit, au sein des églises anciennement établies et à travers la présence nouvelle de centaines d'églises protestantes liées aux migrations, le plus souvent de tendance évangélique et pentecôtiste. La diversité culturelle en Île-de-France s'accompagne d'une grande hétérogénéité des conditions socio-économiques. En 2013, une enquête de l'INSEE soulignait un accroissement des inégalités, avec un écart toujours plus grand entre les plus hauts revenus et la plus grande pauvreté. Ces inégalités se traduisent dans la géographie francilienne, marquée par une forte ségrégation spatiale, amplifiée par la hausse des prix de l'immobilier qui conduit à l'éviction des populations modestes du centre et de l'ouest au profit de l'est. De plus en plus de communes sont inaccessibles. En 2010, on recensait 150 communes où un ménage avec un revenu mensuel de 3 000 € ne peut pas s'installer. On retrouve ce grand écart des situations économiques et géographiques sur le terrain protestant, avec d'un côté les églises les mieux établies, installées dans des bâtiments monuments historiques du centre de Paris, fréquentés par les catégories sociales dominantes, et à l'autre extrémité, la précarité de beaucoup d'églises périphériques où se retrouvent majoritairement des migrants ou enfants de migrants et qui ont du mal à trouver des locaux. Le protestantisme francilien est donc confronté à une série d'enjeux complexes
la question de la solidarité, les phénomènes d'inclusion-exclusion, les relations entre classes sociales favorisées et défavorisées, les rapports entre culture dominante et culture minoritaire, ou encore entre protestantisme luthéro-réformé et évangélisme. Ce sont des questions qui concernent évidemment les organisations fédératives du protestantisme, mais aussi chaque église et chaque paroisse locale. Alors notre étude sur le protestantisme en région parisienne, qui a donné lieu au livre dont on a déjà parlé et qui nous a occupé pendant un peu plus de 2 ans, a cherché à éclairer toutes les dimensions de cette diversité sociale, culturelle, théologique et générationnelle. Nous nous sommes intéressés à plusieurs églises anciennes où la diversité culturelle s'est progressivement établie au cours des dernières décennies, comme l'église protestante unie de Melun, qui compte aujourd'hui une majorité de membres d'origine africaine, ou encore l'église libre d'Alésia à Paris, qui est devenue une sorte d'église biculturelle en intégrant une forte communauté d'origine congolaise. Une étude statistique sur les conseillers d'église et de paroisse montre aussi une diversification des origines culturelles de ces conseillers en Île-de-France, dans l'ensemble des églises, même si la tendance est plus forte au milieu évangélique. Pour analyser les relations entre églises anciennes et nouvelles églises issues des migrations, mon épouse Gwendoline Malunfer s'est aussi intéressée au projet Mosaïque de la Fédération protestante de France, projet qu'Antoine Louis connaît bien. Ce projet traduit une prise de conscience des enjeux de la diversité culturelle au sein du protestantisme francilien. Il a été initié à la fin des années 1990 avec pour objectif de promouvoir la rencontre des chrétiens protestants de diverses cultures et origines. Autrement dit, le but était de sensibiliser les pasteurs et les membres d'église à la diversité culturelle et d'encourager les relations entre les églises anciennes et les églises issues de l'immigration, notamment lorsque ces églises partagent un même lieu de culte. Ce projet a permis d'établir des liens entre la fédération et des églises d'origine étrangère, mais il a aussi été compris souvent comme une sorte de système de préévaluation pour les églises souhaitant être attachées à la fédération protestante. Et Mosaïque n'a pas permis de combler toute la distance sociale, culturelle et théologique qui sépare les églises établies et les églises de migrants. De nombreuses églises de Paris intramuros sont sollicitées pour accueillir des communautés protestantes dans leurs locaux, des communautés qui sont généralement issues de la périphérie et qui sont le plus souvent d'origine étrangère. Les relations qui s'établissent dans ce cadre-là constituent, pour un sociologue, un cas d'école. Or, il apparaît que ces relations entre accueillants et accueillis restent encore souvent limitées et inégalitaires. Elles conjuguent des logiques de reconnaissance et de mise à distance, sans parler des quelques paroisses qui n'accueillent personne. Plutôt qu'une église monde, où chacun coexisterait à égalité, on observe fréquemment des situations qui restent inégalitaires, où l'accueilli est maintenu dans une position relativement précaire d'invité. Autrement dit, il n'est jamais tout à fait chez lui. Ces différences culturelles, qui sont les plus visibles, ne doivent pas nous faire oublier d'autres formes de diversité qui travaillent tout aussi profondément le protestantisme en Île-de-France. J'ai parlé des inégalités sociales qui sont très fortes et peuvent contribuer à un entre-soi, à des formes de repli identitaire des deux côtés de l'échelle sociale. On sait par exemple qu'à statut social équivalent, l'origine étrangère n'est pas forcément discriminante pour l'accès au conseil d'église, par exemple. Autrement dit, une église réformée parisienne intégrera sans difficulté un ingénieur camerounais à son conseil, mais ce sera probablement plus difficile pour un immigré africain de conditions sociales plus modestes. Paris est aussi marqué par une opposition historique entre protestants libéraux et évangéliques. Cette opposition, elle se joue aujourd'hui principalement entre églises ou fédérations d'églises évangéliques, souvent d'orientation pentecôtiste charismatique d'un côté et les églises luthéro-réformées de l'autre. En dépit de la tradition pluraliste du protestantisme, le dialogue reste souvent limité entre ces deux acteurs, tout comme sont difficiles les relations entre la fédération protestante et le CNEF. Historiquement, ce clivage a aussi marqué les milieux réformés parisiens, et on trouve encore les traces dans la géographie parisienne des paroisses. Près de la place de la Bastille, vous avez d'un côté la paroisse du Marais, qui appartenait jusqu'à la réunification de 1938 à l'Union des Églises réformées évangéliques,
dominante à Paris jusqu'au début du XXe siècle, et de l'autre, la paroisse libérale du Foyer de l'Âme, créée en 1907. Comme vous le savez sans doute, la paroisse du Marais, qui se définit aujourd'hui comme réformée et piétiste, est un des fers de lance du mouvement des attestants, né de l'opposition à la bénédiction des couples de même sexe. Avant elle, la paroisse de Belleville a été au cours des années 80-90 un haut lieu du protestantisme charismatique. L'Église protestante unie, qui se vit comme une Église pluraliste, connaît en région parisienne une coexistence souvent compliquée entre une direction régionale majoritairement libérale et des paroisses comme Belleville ou le Marais, qui ont chacune à des périodes différentes connu un réel succès en attirant des centaines de nouveaux membres. Ce type de phénomène soulève, du point de vue sociologique, deux enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est la question des territoires paroissiaux au sein d'une agglomération urbaine où les moyens de transport facilitent la mobilité entre églises et contribuent à transformer des paroisses territoriales en paroisses d'élection que l'on choisit en fonction des orientations théologiques, des activités, etc. La seconde question, c'est celle des générations. Du point de vue démographique, on observe une évolution croisée, globalement, puisque apparemment la paroisse d'Anguin n'est pas forcément révélatrice de la tendance globale. Du point de vue global, donc démographique, on observe une évolution croisée, un déclin relatif et un vieillissement des églises luthéro-réformées, une progression des églises évangéliques qui attirent davantage de jeunes. C'est une des raisons pour lesquelles le protestantisme francilien est plus jeune que dans le reste de la France. En 2012, les moins de 35 ans représentaient 28% de la population protestante francilienne, contre 16% seulement en province. Je me suis intéressé plus particulièrement à ces questions, d'abord en étudiant le mouvement évangélique Jeunesse en Mission, et ensuite en regardant les programmes jeunesse mis en place par plusieurs acteurs protestants en Île-de-France. Je retiendrai simplement deux points. Le premier, c'est l'hégémonie culturelle de l'évangélisme, qui a élaboré et massivement diffusé depuis les années 60 une culture jeune, autour de la musique en particulier, une culture jeune porteuse d'une sorte de christianisme générique. Cette culture jeune est donc d'inspiration évangélique, et on voit bien, à travers l'histoire du week-end Pierrefonds, par exemple, pour ceux qui connaissent, que les responsables réformés eux-mêmes se tournent spontanément vers des animateurs d'orientation évangélique, venus de Belleville ou du Marais, quand il s'agit de mettre en place des actions pertinentes en direction des jeunes de leurs églises. Il y a une expertise évangélique dans ce domaine. C'est aussi une organisation évangélique, Jeunesse pour Christ, à travers les concerts Pulse, qui est sollicitée lors des rassemblements protestants en fait, pour organiser un événement pour les jeunes. Le second point qui est très frappant lors de ces concerts Pulse, qui rassemblent 5 fois par an près de 600 jeunes à Paris, c'est la relative indifférence de ces jeunes à l'égard des distinctions doctrinales et le dépassement des frontières ecclésiales. Selon des statistiques établies en 2010, 35% du public de ces soirées était issu des églises du réseau FEF, le réseau fraternel évangélique français, qui rassemble des églises évangéliques non charismatiques et a contribué à la création du CNEF en 2010. 35% venaient d'églises membres de la Fédération protestante de France et 10% des assemblées de Dieu. Mais le chiffre le plus frappant est celui du nombre d'églises concernées qui donne une idée de la géographie évangélique en Île-de-France. Les jeunes sont majoritairement originaires des départements autour de Paris. Certains font plus d'1 heure de transport en commun pour venir aux soirées. Et ils viennent de plus de 100 églises différentes. Un dernier point, pour garder du temps pour d'éventuelles questions, c'est la question de l'espace public. Ces dernières années, une série d'événements organisés à Paris témoignent d'une volonté protestante de gagner en visibilité, de prendre position dans la ville. Le marathon de la Bible, qui est déjà relativement ancien, la marche pour Jésus, le festival Jésus au cœur, qui a eu lieu en 2012 au stade de la Muette, et bien sûr l'édition 2013 de Protestants en fête, qui s'était tenue à Paris. Ces initiatives sont en partie liées à la force symbolique particulière des lieux parisiens, qui sont étroitement associés à l'histoire nationale, République, Bastille, Nation. Elles traduisent aussi des ambitions prosélytes du côté évangélique et des revendications croissantes de visibilité et de reconnaissance sociale de la part de toutes les tendances du protestantisme.
Je vous remercie. Merci bien. Il y aura un bref temps de questions-réponses après la présentation de nos trois invités. Je me permets d'ajouter qu'en France, dans l'ensemble de la France, il s'ouvre actuellement une église protestante à tous les 10 jours. Et surtout dans les mouvances évangéliques, c'est un fait, mais ça dénote une certaine vitalité dans ce domaine-là. J'inviterai notre deuxième présentateur, donc Antoine Nuis, qui est théologien, conseiller théologique de l'hebdomadaire Réforme, à venir prendre la parole. Merci. Voilà, donc on m'a demandé de parler sur le protestantisme, engagement de la cité, laïcité, liberté de conscience, engagement de réforme, et bien sûr cela dans la perspective de ce qui nous rassemble aujourd'hui, les 500 ans de la réforme. Alors je voudrais commencer par dire qu'est-ce qui, à l'origine de la réforme, fonde un petit peu la problématique et notre raisonnement. Il y a eu en octobre, vous savez, un grand colloque scientifique à la mairie de Paris à propos pour célébrer les 500 ans de la Réforme. Et dans ce colloque, qui a été inauguré par le professeur Patrick Cabanel, et Patrick Cabanel disait en introduction que le protestantisme, au départ, était une affirmation spirituelle et théologique forte, mais que cette inspiration théologique a eu des conséquences dans les domaines de la culture, de l'esthétique, de la pédagogie, et même a eu des affinités politiques. C'est-à-dire que comment est-ce qu'une définition, une nouvelle approche spirituelle va avoir des conséquences dans d'autres domaines, dans d'autres champs. Et là, je voudrais souligner 2 points de la réforme qui ont eu des conséquences presque malgré la réforme, ou contrairement peut-être à ce que voulaient les initiateurs de la réforme, mais ont eu des conséquences énormes dans le champ de l'histoire et de la politique. La première, c'est la liberté de conscience. Alors la liberté de conscience, je l'ai dit tout à l'heure, la réforme, on est aujourd'hui en 2017, donc on célèbre les 500 ans parce que, un peu, on situe l'origine de la réforme, le 31 octobre 1517, lorsque Luther a affiché ses 95 thèses. Alors, les historiens, à partir de quels critères est-ce qu'on décide que c'est tel événement qui sera l'événement symbolique du commencement d'un mouvement? C'est toujours un petit peu arbitraire. Donc les historiens ont retenu le 31 octobre 1517. Ils auraient pu aussi retenir le mois d'avril 1521. Ça a été évoqué tout à l'heure par Rémi Hedling tout à l'heure. La fameuse comparution du Luther devant la Diète de Worms, qui, à mes yeux, est un commencement historique fondamental. Que s'est-il passé? Luther a été donc excommunié au début, à la fin de l'année 1520, et puis là-dessus, un nouvel empereur arrive, il s'appelle Charles Quint, et le nouvel empereur dit, voyons, il commence à y avoir un petit peu de désordre, les idées de Luther commencent à se répandre, il faut intervenir, il faut remettre un peu d'ordre là-dessus. Il convoque Luther à une diète, donc une diète c'était une assemblée politique, et avec les responsables religieux, et donc dans cette assemblée politique, il y avait donc été présidé par Charles Quint lui-même, et il y avait le représentant du pape, Luther, qui était encore un petit moine d'un couvent secondaire, est convoqué, et là on lui dit, écoute frère Martin, tu vois bien que tes idées amènent le trouble, la division dans le royaume, dans l'empire, alors écoute, tu es bien gentil, tu rentres dans le rang, tu arrêtes tes contestations, et puis tout ira bien, ne mets pas le trouble dans l'empire. Luther, selon la tradition, aurait demandé 24 heures de réflexion, et là aurait déclaré, je ne puis, le fameux je ne puis, car ma conscience est liée par la parole de Dieu, et il n'est jamais bon de parler contre sa conscience. Et là, il y a, à mes yeux, un événement peut-être qui marque un élément de naissance de la modernité, c'est quand Luther, qui reste, je l'ai dit tout à l'heure, un petit moine d'un couvent secondaire, oppose sa conscience au pape et à l'empereur. C'est-à-dire,
oppose sa conscience aux deux autorités les plus légitimes, les plus importantes de l'époque. Et là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors, on dit que ce n'est pas encore la liberté de conscience, parce que Luther dit, ma conscience est liée à la parole de Dieu. Et ce que Luther prenait là, ce n'est pas la liberté de conscience, mais je dirais la capacité pour le sujet d'interpréter la parole. Il disait, voilà ma lecture, qu'on me montre, qu'on me réfute, non pas avec un argument d'autorité, mais à partir de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, qu'on rentre dans un dialogue. Donc ce n'est pas vraiment la liberté de conscience au sens moderne du terme, il n'empêche que le sujet est, dans sa foi, dans sa croyance, s'avère plus importante que les institutions. Et là, il y a une façon, je dirais, qui a été très fondatrice pour le protestantisme, de situer le sujet, je dirais, antérieurement à l'Église, antérieurement à l'institution. Si vous voulez, pour faire de la caricature, dans la caricature, on dira du protestant, la caricature du protestant, c'est celui qui dit « moi et ma Bible, j'ai besoin de personne », quand la caricature du catholique dit « moi, ce que je pense, allez demander à Rome ». Vous voyez ? Et donc, il y a ce positionnement différent du sujet par rapport à l'Église qui, je crois, est très constitutif du protestantisme. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, Luther, malgré lui, va poser la question de la diversité religieuse dans un espace, dans un empire, dans un royaume, dans un pays. Et on sait que, alors, Luther au départ ne le voulait pas. Lui, son projet, n'était pas de créer une nouvelle église, mais c'était de réformer l'église. Et même après, l'idée, son projet tranquillement, c'était que tout le monde soit protestant et que le pays soit un pays protestant. Bon, c'est-à-dire qu'il ne prenait pas une diversité religieuse dans un même ensemble. Il n'empêche que, un effet de sa réforme a été de poser la question de la diversité. Et la grande question qui a traversé le XVIe siècle a été justement cette question de comment cette diversité va-t-elle s'opérer, va-t-elle se construire. Alors, on sait qu'il y a eu différents modèles qui ont montré que cette question de pluralité a été très difficile à émerger. Différents modèles. Alors, on a évoqué tout à l'heure le modèle qui a eu lieu donc en Allemagne, le fameux Ius Regio Cuius Religio, vous savez, la religion du prince, la religion du peuple. C'est-à-dire selon l'Allemagne à cette époque-là était une constellation de petites principautés, de villes indépendantes, et selon le lieu où vous étiez, eh bien, vous aviez la religion de votre prince. Et si ça ne vous convenait pas, vous déménagiez de quelques dizaines de kilomètres et vous alliez dans un État qui avait votre religion. Donc il y a eu une sorte de répartition des cartes entre les États, les principautés protestantes et les principautés catholiques. C'est à peu près le même modèle qui existe en Suisse, par exemple. En Suisse, il y a des cantons qui sont passés à la réforme et des cantons qui sont restés catholiques. Vous étiez dans un canton protestant, vous étiez réformé. Dans un canton catholique, vous étiez romain. Ça, c'est un modèle. Ensuite, il y a eu un second modèle qui est le modèle des pays nordiques, dans lequel le pays tout entier est passé à la réforme. On sait que dans les pays, en Suède, au Danemark, un jour le roi a décidé qu'on passait à la réforme, le soir vous êtes couché, vous étiez catholique, le matin vous vous réveillez, vous étiez protestant, et tout le monde devenait protestant, donc ça encore c'était une façon de régler la question. Là, les pays, en revanche, dans lesquels il n'y avait pas, une unanimité, comme dans les pays nordiques, où il n'y avait pas, je vais dire, une déconcentration qui faisait qu'il pouvait y avoir une mosaïque, comme en Allemagne, ces pays donc qui ont été confrontés à la pluralité religieuse, et c'était notamment le cas de la France et de l'Angleterre, et ben ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé sous le régime de la guerre. Pourquoi ? Parce que la question d'une pluralité religieuse dans une même entité, à cette époque-là, il y avait quelque chose d'inconcevable. Et alors, parfois, il y a des compromis qui ont été trouvés. L'édit de Nantes a été un compromis, mais qui, comme tous les compromis, à la fois avait sa beauté, et à la fois avait son côté un petit peu bancal. Et l'édit de Nantes disait, ok, d'accord, la France est un pays catholique, mais dans lequel les protestants sont tolérés. C'est une question de tolérer en disant que ce serait mieux s'il n'y en avait pas, mais comme il y en a, on est obligé de les accepter parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'était un peu ça. Et d'ailleurs, c'était tellement vrai que
tout au long du XVIIe siècle, progressivement, tous les avantages qui avaient été accordés aux protestants ont été retirés les uns après les autres, jusqu'au moment où Louis XIV a estimé que cette exception de l'édit de Nantes n'avait plus cours et qu'on pouvait le révoquer. Donc toutes ces questions pour vous dire à travers ce petit paysage, comment justement cette question de la pluralité religieuse, qui est une question très moderne aujourd'hui, comment cette question-là a eu du mal à pouvoir se mettre en place, à pouvoir s'imposer, parce que à cette époque-là, il y avait vraiment cette idée que l'identité d'un royaume était liée à son identité religieuse. Alors, je vais très vite. Là-dessus, en France, voilà, le grand mouvement qui a important pour les protestants, c'était la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Hein. Nul n'a le droit d'être inquiété pour ses opinions fussent-elles religieuses du moment qu'il ne troublait pas l'ordre public, qui a été pour les protestants une réautorisation d'exister dans l'espace national. Et puis cette espèce de cohabitation a été donc un peu organisée à travers la laïcité et en France les lois de 1905. Et je voudrais dire là quelque chose d'important, c'est que parfois, et c'est vrai que la laïcité, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, s'est un peu développée parfois en conflit avec l'Église, notamment l'Église dominante de cette époque-là, et donc a eu un peu une coloration anti-religieuse. Et d'ailleurs, au sein de la loi de 1905, il y a eu tout un débat sur ce qu'on devait avoir une laïcité dure, hein, très anti-religieuse, ou une laïcité plus souple qui permettait l'expression des religions. Aujourd'hui, nous sommes encore un siècle plus tard, et nous vivons sous ce régime de la laïcité, et je veux dire que ce régime de la laïcité, aujourd'hui, les églises ont raison de le revendiquer, hein, et que parfois, dans une caricature, on dit est-ce que vous êtes religieux ou est-ce que vous êtes laïque? Ben non, on est religieux, et enfin, moi je m'explique comme étant religieux et laïque, et pour moi, la laïcité n'est pas une concession faite parce qu'il faut bien et parce que l'idéal c'est quand même si tout le monde était comme nous. Non, je crois que la laïcité correspond à un idéal de dialogue, un idéal de cohabitation, une prise en compte de la pluralité. Hein. Et c'est cette question, la gestion de la pluralité, qui se pose aujourd'hui, et qui se pose aujourd'hui dans notre société. Parce que la modernité, voire la post-modernité, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ben justement, est marquée par le mouvement d'émigration, est marquée par la diversité au sein des différentes religions et la diversité entre les religions. Et maintenant, pour terminer, je voudrais dire simplement quelques mots, et peut-être aussi là intervenir en tant qu'agent, en tout cas à travers mon travail dans Réforme, essayer d'animer la réflexion sur qu'est-ce que ça voudrait dire d'être une parole spirituelle, une parole religieuse aujourd'hui dans le cadre de la laïcité. Et je voudrais terminer en disant que il y a, en gros, et aujourd'hui la question de la laïcité en plus se repose de façon un peu brûlante, et notamment à travers, on voit bien, je veux dire, à travers ce qui pose question aujourd'hui en France, c'est la notion de l'islam, hein. Je veux dire, c'est ça qui repose la laïcité, qui interroge la laïcité. Et je dirais que pour faire un peu dans la caricature, il y a deux conceptions de la laïcité. Je dirais qu'il y a une première conception qui serait ce que j'appellerais une laïcité du silence. Une laïcité qui aurait comme objectif ce qu'on appelle la privatisation du religieux, en disant la question religieuse est une question privée, est une question interne à chacun, et surtout il ne doit pas y avoir de manifestation publique, il faut essayer de cacher la religion, et cette laïcité du silence prend parfois même des allures presque un petit peu anti-religieuses. Je veux dire, on veut bien aujourd'hui, je veux dire, après quand même les drames qu'ont connus notre pays ces dernières années avec les attentats, on voit bien qu'il y a un peu chez certains une conception de la laïcité qui aurait comme objectif de vouloir faire taire les religions et d'essayer de les maintenir comme si la religion était d'essence violente et qu'il fallait essayer de la réduire au maximum. Donc une conception un peu dure de la laïcité.
Et à cette conception 2 de la laïcité, moi je voudrais opposer une laïcité que j'appellerais une laïcité du dialogue, une laïcité du dialogue que je mettrais un peu sous l'égide de ce que le philosophe Paul Ricoeur disait à propos du dialogue. Paul Ricoeur définissait l'éthique du dialogue de la façon suivante. Dans le dialogue, ce que j'attends de mon partenaire, c'est qu'il me serve ses meilleurs arguments. Ce que j'attends de l'autre, c'est qu'il me dise ce qu'il y a de plus intelligent en lui. C'est-à-dire qu'un dialogue qui aurait comme objectif de faire que l'autre devienne le plus intelligent possible dans ce qu'il est, dans sa propre foi, dans sa propre croyance, et qu'il intègre justement dans son intelligence sa propre identité et l'identité de l'autre. Et ça, cette identité du dialogue, c'est quelque chose qui doit, à la limite, enfin qui doit se construire, qui doit se favoriser. Aujourd'hui, en France, la question qui se pose aux religieux, c'est la question de ces extrémismes. Je dirais c'est Ricoeur aussi dans un article dans les années 62-63, il disait une religion doit se repérer par rapport à ce qu'elle donne de meilleur, mais aussi par rapport à ses propres monstres. Quels sont les monstres qu'elle génère et quels sont les barreaux qui lui permettent de garder ces monstres bien derrière des cages solides. Et nous savons que les religions, toutes les religions, ont créé des monstres dans l'histoire. C'est ce que nous devons entendre aussi aujourd'hui. Quelle protection avons-nous par rapport à nos propres monstres? Et là, je voudrais dire que pour moi, la première protection, c'est l'appel justement au dialogue, l'appel à l'intelligence. Je voudrais dire que si aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de mettre ma foi en dialogue avec d'autres, qu'est-ce que je fais? Je me crispe, cette fois sans Christ en moi, et je m'enferme dans ma propre croyance, et à ce moment-là, je suis menacé par ma propre radicalisation. Si depuis toujours, y compris dans l'espace public, la foi est en dialogue, c'est que j'essaie de dire ce qui est le plus intelligent en moi face à ce qui est le plus intelligent en l'autre. Il me semble que c'est la meilleure façon aujourd'hui, la meilleure espérance que nous avons pour essayer de juguler nos propres monstres et les monstres des différentes religions. C'est la raison pour laquelle la question de la laïcité, pour moi, aujourd'hui, est une question politique qui ne tient pas simplement à essayer d'enfermer et de réguler les religions, mais une question politique pour aider aussi les religions, toutes les religions, à juguler leurs propres monstres. Je vous remercie. Merci bien, Antoine Wyss. En parlant de l'édit de Nantes ou l'édit de tolérance, ça m'est revenu à l'esprit que l'un des principaux rédacteurs et signataires de l'édit de Nantes était le premier fils du connétable Anne de Montmorency, soit Henri ou Henri Ier, dans cette région. Donc nous sommes bénis dans cette attitude ou esprit de tolérance. J'invite maintenant notre troisième présentateur, invité, Frédéric Chavel, donc professeur de théologie systématique à l'Institut protestant de théologie. Merci. Merci Marc. Alors effectivement, j'enseigne la dogmatique à l'Institut protestant de théologie. C'est une part de l'ensemble de notre département de systématique, mais on ne va pas oublier mon collègue Marc Boss qui lui enseigne la philosophie et l'éthique. Moi je suis spécialisé sur la dogmatique, ce qui me permet tout de suite de faire une entrée dans le sujet, puisque je vais parler avec vous, en essayant de tenir des limites de temps raisonnables, de l'Église unie, à savoir mon Église, l'Église protestante unie de France, et ce qu'elle peut apporter à nos sociétés par rapport au contexte de mondialisation que nous connaissons. Cette Église unie, je le représente à travers le ministère qu'elle m'a confié, cette Église unie est une Église qui fait le choix d'un travail doctrinal, d'un travail dogmatique. C'est mon travail au jour le jour. Autrement dit, c'est une Église de type évangélique, puisqu'elle ne rejette pas la validité des doctrines, mais au contraire, elle travaille sur le registre doctrinal. Et en même temps, cette Église unie, vous le savez, à travers cette faculté de Paris, c'est une Église qui veut non pas simplement avoir une vision
unifiante de la bonne doctrine, mais c'est une Église qui considère que la question doctrinale mérite beaucoup mieux que cela et qu'il faut l'aborder avec une attitude de liberté d'examen en croisant toute la richesse de la question doctrinale. Donc, l'Église unie est une Église libérale. L'Église unie, donc, est une Église évangélique, libérale, une Église à la fois évangélique et libérale, une Église qui n'oppose pas l'évangélisme et le libéralisme. Alors, en vous disant cela, je suis presque sous la forme de la prédication, ou en tout cas du plaidoyer. Je ne vais pas le renier. Les points que j'ai choisi de partager avec vous expriment la conviction que je porte pour des raisons théologiques, pour des raisons de vie chrétienne, tout simplement. Pourquoi le projet de l'Église protestante unie de France me semble porteur par rapport aux défis de notre temps. Alors quel est-il ce temps auquel je fais référence? Nous le savons, je ne vais pas vous le décrire longtemps, nous sommes dans une situation de dépassement de la modernité. La modernité par rapport à la question des religions et des différentes confessions chrétiennes, la modernité a été caractérisée par une tendance absolutiste, une tendance aussi bien au niveau des ordres politiques qu'au niveau des compréhensions religieuses, à chercher une uniformisation. Au niveau politique, c'était l'absolutisme politique, mais au niveau religieux, c'était le confessionnalisme, c'est-à-dire au sein de toutes les tendances de la tradition chrétienne, la recherche de la vraie doctrine sur fondement biblique. Cette modernité, à la fois politique et religieuse, a, on peut le dire, cédé dans le simplisme qu'elle comportait par rapport aux défis d'un monde devenu beaucoup plus ouvert et où l'on ne peut plus se cantonner dans un ordre politique pour régler les questions de la vie, de même que l'on ne peut plus se cantonner dans un ordre religieux en pensant avoir trouvé la réponse. Qu'est-ce qui est au-delà de la modernité? C'est là la question décisive, à mon sens, aujourd'hui. Il y a une forme de postmodernité qui se propose, qui est, comme le dit le nom, le fait de renoncer à l'idée moderne de se comprendre de manière claire, mais au contraire de passer vers un total pluralisme, un pluralisme dans lequel il n'y aurait plus de régulation et dans lequel tout serait croisé à l'envi et sans réflexion possible, sans compréhension possible. Cette vision de radicale postmodernité, ou cette vision qui considère qu'à une modernité trop unifiante devrait succéder une postmodernité trop dissolvante, n'est peut-être pas la seule possible. On peut aussi parler de dépassement de la modernité sans parler d'un renoncement pur et simple aux acquis de la modernité. Il y a aussi la possibilité qui s'ouvre d'avoir certes une vision du XXIe siècle comme une ère de plus grande pluralité, sans pour autant que cette pluralité soit un renoncement à la compréhension commune. On peut comprendre le XXIe siècle comme un temps dans lequel notre tâche est celui d'une diversité réconciliée, c'est-à-dire d'une très forte pluralité, mais qui travaille sur ce qu'elle doit construire en commun. C'est cette vision théologico-politique qui est celle de l'Église protestante unie de France et qui remonte d'ailleurs au fondement de la Réforme. Car on oublie souvent dans nos historiographies, on considère le protestantisme à travers ce protestantisme de la modernité, cette orthodoxie protestante, confessionnaliste, qui s'est constituée par blocs à partir de la fin du XVIe siècle, même s'il y a toute une gradation qu'il faudrait décrire. La réforme de Luther et de Calvin, au contraire, est une réforme qui n'est pas encore une réforme confessionnaliste. C'est une réforme ouverte à la discussion doctrinale pour trouver, à travers les pluralités, sur quoi il est important de s'entendre. Cette vision-là, donc, je prétends ainsi que la réforme de Luther et Calvin porte en germe dès le XVIe siècle des choix qui répondent aux défis du XXIe siècle. Cette réforme-là fait le choix d'ouvrir à la fois un espace de discussion pluriel et à la fois un espace de compréhension commune. C'est ce que vous trouvez de manière très claire
dans la Confession d'Augsbourg de 1530, un des premiers textes des réformateurs. La Confession d'Augsbourg en 1530 s'articule en deux parties. Une première partie dans laquelle on veut se mettre d'accord, et il y a l'appel à un concile, on veut se mettre d'accord en chrétienté sur ce qui doit être le bien commun des chrétiens, et ce n'est pas du tout le bien commun des protestants, c'est le bien commun de la chrétienté qui est visé, et d'autre part, une deuxième partie où l'on ouvre la possibilité de discussions plus contradictoires sur certains points qui ne seraient pas décisifs, mais sur lesquels on pourrait ouvrir la porte à une variété d'interprétations. Donc, distinguer ceux qui relèvent des domaines qui relèvent d'une véritable unité où il faut s'entendre dans les mêmes termes, et ceux qui relèvent d'une pluralité où on peut avoir des interprétations variées. Cela, je le déclinerai pour aujourd'hui à travers 4 mouvements présents dans l'Église protestante unie de France. Pluralité culturelle, pluralité interprétative, pluralité confessionnelle et pluralité éthique. Sur la pluralité culturelle, je pourrais être assez rapide et abréger mon propos dans la mesure où cela a été remarquablement ouvert par des interventions précédentes concernant le contexte gandhien et autres. L'Église protestante unie de France, à travers les traditions réformées et luthériennes dont elle hérite, a longtemps été perçue comme une Église d'étrangers. C'était effectivement une Église qui portait des intuitions spirituelles qui, en partie, venaient d'un terreau français, cela a été dit, mais pour une part notable aussi se constituait par des entrées venues de l'extérieur, que ce soit l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, l'Écosse ou autres. Et longtemps, cela constituait un problème. Cela a constitué un problème notamment lorsque, avec cette modernité absolutisante qui s'est installée, les protestants sont peu à peu devenus le parti de l'étranger. Et ils considéraient qu'ils devaient, à l'époque, s'en défendre. Question de la tolérance dont on vient de parler avec Antoine Wyss. D'où, vous le savez aussi, cette croix huguenote que plus personne ne comprend aujourd'hui. C'est une survivance, c'est une sorte de relique protestante, mais cette croix huguenote qui fait référence à la fidélité au roi, symbole totalement indécodable aujourd'hui, contrairement à tous les principes protestants de clarté dans le maniement des signes. Cette croix huguenote servait, nous le savons, à dire, bien que protestants, nous sommes néanmoins français. Aujourd'hui, nous sommes sortis du temps de l'excuse. Et au contraire, l'Église protestante unie de France, et d'ailleurs les autres protestantismes, peuvent se réjouir d'être la pointe avancée de la diversité dans une société française. Nous le savons, toutes les communautés protestantes, que ce soit les communautés Église unie ou les autres communautés dans toute la variété des protestantismes au pluriel, toutes ces communautés sont massivement présentes et travaillées par la présence des phénomènes de migration de première, deuxième, troisième génération. J'ai moi-même été pendant 16 ans pasteur au centre de Paris, dans le 7e arrondissement. On pourrait, avec des clichés, on pourrait considérer que c'est la part du Paris des nantis ou des églises établies. Or, en fait, pas du tout. Dans ma paroisse, parmi 150 familles, il y avait 35 nationalités représentées en première ou deuxième génération. Donc, ce croisement, chez nous, les protestants, quels que soient les protestantismes, ce croisement est là. Nous avons donc réellement une expérience de dépassement de l'identitarisme national pour montrer qu'une religion peut être un lieu d'intégration entre des migrations qui viennent dans un pays, d'où le slogan « l'accueil d'abord ». Je ne développe pas plus ce point pour réserver de l'espace aux autres. La pluralité interprétative. Luther et Calvin, à l'origine, et aujourd'hui bien plus encore à travers toutes les explications et les explicitations qu'a permises la réflexion du XXe siècle sur la question herméneutique, Paul Ricoeur en premier chef, la réforme protestante et la théologie protestante telle que les conçoivent l'Église unie comprend le sola scriptura, donc la référence première à la Bible, non pas dans un sens bibliciste, ni dans un sens spiritualiste. Qu'est-ce que je veux dire à travers ces deux mots? C'est, pour parler à une terminologie plus ancienne, la doctrine de la double clarté de l'écriture
que l'on trouve aussi bien chez Luther que chez Calvin. De quelle manière est-ce que la Bible est claire pour nous? De quelle manière est-ce que les protestants considèrent que l'on peut dire sola scriptura, c'est-à-dire que l'on peut trouver à travers le texte biblique un lieu décisif de clarté pour les questions qui se posent à nous? Il y a une interprétation bibliciste de la clarté de l'écriture, qui consiste à dire que la Bible est objectivement claire, que dans la lettre même de l'écriture et dans son état matériel, à même le texte, il y a une clarté. Il y a une autre interprétation, l'interprétation spiritualiste, qui consiste à dire que finalement le texte reste obscur tant que nous ne sommes pas rejoints par l'Esprit Saint, et c'est le moment où l'Esprit Saint nous illumine enfin en Dieu, c'est à ce moment-là seulement que l'on pourrait comprendre ce qui était, pour ainsi dire, caché dans le texte. Aussi bien Luther que Calvin ont, dès le XVIe siècle, rejeté ces deux extrêmes du biblicisme ou du spiritualisme, en expliquant que la clarté biblique vient dans une relation entre le texte lui-même et la clarté qui est présente à même le texte, et l'interprète, et la clarté qui vient dans la lecture, sans renoncer jamais ni à l'objectivité du texte, ni à la subjectivité du lecteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour les réformateurs, et nous sommes dans cet héritage aujourd'hui dans la théologie protestante luthéro-réformée, pour les réformateurs, la clarté de l'écriture inclut la question de l'interprétation. Il n'y a pas une écriture qui serait d'abord claire en elle-même sans l'interprète et qu'il faudrait ensuite interpréter. L'écriture est claire en incluant l'ensemble des interprétations qui en sont faites. Ça, c'est absolument décisif. Ça veut dire que la clarté de l'écriture, elle vous intègre tous, lecteurs de la Bible et interprètes de la Bible. Le sola scriptura interprète tous ces interprètes. Or, nous le savons, ces interprétations sont variées. Ainsi, dès le sola scriptura, à travers la question de l'interprétation, il y a la question d'une unité dans un accord à travers une diversité. Comment le protestantisme luthéro-réformé vit-il cela dès le XVIe siècle? Cela s'incarne, cette question d'interprétation de l'écriture, dans ces structures à travers un principe qui est le principe presbytérien synodal. Le principe que l'Église est toujours locale. Presbytérien renvoie au Conseil d'Anciens et aussi au côté local du ministère pastoral. Le fait que l'Église est locale valorise la diversité des interprétations qui sont toutes différentes de l'une à l'autre. Aucun pasteur ne prêche de la même manière qu'un autre. Aucun conseil d'anciens n'a exactement, suivant ses situations locales, la même perception de ce que c'est qu'être fidèle aux Écritures qu'un autre. Il y a donc cette diversité qu'incarne le principe presbytérien. Mais en même temps, ces églises sont depuis le début des églises synodales, à savoir des églises qui veillent à vivre la foi ensemble dans une communion clairement dite. Ce ne sont pas des églises pour Luther et pour Calvin qui sont d'abord presbytériennes, et puis qui ensuite, de manière très secondaire, se dotent quand même d'instances régionales. Non, non. Ce sont des églises de ce qu'on appelle la réforme magistérielle, où le fait de s'entendre ensemble à travers un travail en faculté de théologie, un travail en lien à des instances publiques sur ce que c'est que la clarté partagée de l'Évangile est aussi importante que la diversité locale. Les églises réformées et luthériennes équilibrent donc, depuis leurs origines, le sens de la diversité et le sens de l'unité, communion rassemblant des diversités. Alors, vous le savez, en contexte français, ça a été particulièrement mis à mal, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres terres protestantes. Pourquoi? Parce que nous avons reçu de Louis XIV et de Napoléon III ce cadeau empoisonné, à savoir qu'ils ont interdit pendant 2 siècles et demi la tenue des synodes protestants. Pendant 2 siècles et demi, les protestants n'ont pas été autorisés à tenir leur synode, ce qui fait qu'ils ont été, dans le contexte français, mais par l'effet de l'oppression qu'ils subissaient, ils ont été empêchés de respecter leurs principes synodales, ce qui fait que le protestantisme français s'est émietté
dans une sorte de congrégationalisme qui ne correspondait absolument pas à ses intuitions d'origine. Alors, la reconstruction a été lente. Au XIXe siècle, typiquement, à la fin du XIXe siècle, quand ces protestants français ont voulu réformer, notamment les luthériens sont venus avec une autre histoire que je vous conterai avec une délectation une autre fois, lorsque les réformés se sont rassemblés à nouveau en 1872, ils sont arrivés avec des clivages binaires établis, par le défaut de ce pur congrégationalisme où d'une communauté locale à l'autre, on avait développé des visions antagonismes de l'évangile ou de la liberté chrétienne sans pouvoir s'entendre dans un esprit de communion là-dessus. Donc au synode de 1872, eh bien il y avait des évangéliques qui considéraient que la seule manière d'être évangélique était d'être antilibéral. Et il y avait des libéraux qui considéraient que la seule manière d'être libéral était d'être anti-évangélique. Donc, les réformés n'ont pas réussi à s'entendre à ce moment-là, en France, parce que l'histoire de France était celle d'un appauvrissement. Mais heureusement, en nous laissant secourir, je dirais, par l'expérience allemande, suisse, écossaise, américaine, par l'expérience des autres communautés luthériennes et réformées qui n'avaient pas subi les mêmes déformations dues à l'oppression, nous avons retrouvé un certain sens d'équilibre entre ce que je disais au départ, un évangélisme et un libéralisme, entre un côté presbytérien et un côté synodal. Aujourd'hui, dans l'Église protestante unie de France, les deux ne s'opposent pas. Il y a donc c'est mon troisième point, sur lequel je serai très bref, une pluralité confessionnelle. Pluralité confessionnelle. Vous savez que l'Église protestante unie de France a choisi de s'appeler, dans son titre complet, Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée. Le sous-titre permet de comprendre quel est le sens du mot union dans l'Église protestante unie de France. Vous avez des églises, aujourd'hui, dans le paysage théologique et ecclésial, mondial, vous avez des églises qui pensent, et je respecte leur choix, que la voie de l'authenticité se trouve dans un maintien du strict confessionnalisme. C'est-à-dire une église, une confession. Donc vous avez des églises confessionnalistes luthériennes, qui restent seulement luthériennes. Vous avez des églises confessionnalistes réformées, qui restent seulement réformées. L'Église protestante unie de France veut aller au-delà du confessionnalisme. Pourquoi ? Parce que nous pensons que nous pouvons lire ces anciennes confessions en comprenant ce qu'il y a de commun entre elles. Mais dans les églises chrétiennes au niveau mondial, il y a une autre tendance, celle de la fusion pure et simple, post-confessionnaliste, en disant toutes ces vieilles histoires, nous n'en avons plus besoin, aujourd'hui nous sommes tous chrétiens ensemble, peu importe les doctrines, peu importe les histoires, nous sommes tous guidés par le même Esprit Saint, et cela suffit. Et justement, l'Église protestante unie de France a dépassé cette logique fusionniste. Elle considère que l'on peut avoir un rapport à l'histoire qui intègre de manière précise la pluralité. Pas de manière post-confessionnaliste, en intégrant n'importe quelle pluralité sans régulation, mais en disant chacun arrive avec ses références, chacun arrive avec ses inscriptions confessionnelles qui sont indépassables car elles nous structurent que nous le voulions ou non, et nous allons les travailler ensemble. Donc l'Église protestante unie de France est une Église qui veille à maintenir ses ancrages confessionnels, mais en montrant qu'ils ne sont plus opposés les uns aux autres. Une Église, si vous voulez, de la diversité confessionnelle. Alors comment est-ce que cela s'applique ? Et c'est mon dernier point. Cela se voit à même la question du pluralisme éthique, telle qu'elle est apparue notamment au synode de Sète de l'Église protestante unie de France. Dans une Église unie, pluriconfessionnelle, une Église de pluralité d'interprétation, une Église de pluralité de confession, il n'y a pas non plus l'idée qu'il faudrait avoir une seule vision éthique normative. Il y a l'idée d'une pluralité éthique. Mais comment cette pluralité éthique peut-elle signifier autre chose que le fait de n'accorder aucune importance à la question éthique ? Comment peut-on à la fois affirmer une pluralité éthique et en même temps maintenir que l'éthique est une dimension décisive de la vie chrétienne ?
La question que se posent les communautés de l'Église protestante unie de France est la question qui s'est posée au Synode national de Sète, concernant des questions éthiques, peu importe lesquelles en l'occurrence. Ce n'est pas de savoir si l'Église protestante unie de France peut avoir une doctrine unifiée sur telle question posée. Ce n'est pas ça la question. Car concrètement, dans l'Assemblée synodale, il y avait une certaine proportion importante de personnes qui pensaient que sur la question éthique qui leur était posée, tel chemin, appelons-le le chemin A, était le chemin de fidélité biblique et évangélique. Et puis il y avait dans la même assemblée une autre proportion qui considérait avec autant d'authenticité que c'était un autre chemin, le chemin B, sur la question éthique qui était posée, qui était le chemin d'une authenticité. Autrement dit, cette assemblée constatait qu'il y avait différentes positions éthiques, parfois contradictoires, concernant ce qui était à faire. La question s'est alors posée. Cette Église protestante unie de France doit-elle atteindre une univocité éthique? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ce synode aurait pu décider qu'il faut absolument avoir une univocité d'interprétation, univocité biblique, univocité confessionnelle, univocité éthique. Et à ce moment-là, il aurait fallu que ce synode fût un synode de séparation, en disant désormais, ceux qui ont tel point de vue constituent une église à part, ceux qui ont un autre point de vue constituent une autre église. Et précisément, ce n'est pas ça qui s'est passé. Le synode s'est posé la question, est-ce que nous devons, sur telle question éthique, séparer l'église en deux? Et à une majorité écrasante, je ne sais plus si c'était 98 ou 99%, les membres du synode ont répondu non. Autrement dit, aussi bien ceux qui avaient une vision qu'une autre sur la question posée ont dit cette question éthique ne doit pas être mise au-dessus du partage dans la doctrine de la justification, dans la prédication de l'évangile, dans la lecture biblique bien sûr qui précède cette prédication de l'évangile, dans le partage du baptême, dans le partage de la scène qui anime toute la vie chrétienne. C'est donc une église de la pluralité éthique où l'on considère que le partage biblique, le partage des sacrements, le partage de la prédication, le partage de la vie chrétienne sont des supports d'unité pour que chacun puisse vivre ses convictions éthiques et être éclairé sans que l'on prenne le chemin inverse de construire des églises autour des convictions morales ou des convictions bibliques. Une église de la diversité, c'est donc une église de la réforme qui fait confiance à ce que, dans un espace de pluralité publique, le partage de certains éléments de foi peut être une force de communion. Merci. Rappelons que l'unité, ce n'est ni l'uniformité, ni l'unanimité, ni l'unicité, mais le regard que l'on peut porter sur l'autre qui fait la différence. Pour pouvoir respecter un petit peu le temps, donc je remercie mes trois conférenciers. J'inviterai les deux derniers à prendre place et Antoine Louis nous reviendra également à la fin pour un petit mot de conclusion. Donc Christian Bouzy et Rainer Dumont. Alors Christian Bouzy, qui a été ancien directeur du foyer de Grenelle, très engagé dans la mission protestante, le rapport avec la mission populaire, et Rainer Dumont, président du CPCV Île-de-France. Et donc en premier, Christian, à vous l'honneur. Bonjour, je suis Christian Bouzy, pasteur de l'Église protestante unie de France. Et je suis actuellement à Lyon, dans une fraternité de la mission populaire évangélique de France, mais j'ai été pendant 6 années à la mission populaire évangélique de France aussi, mais sur Paris, dans une fraternité qui s'appelle le Foyer de Grenelle, entre l'été 2010 et 2016. Et ce témoignage que je voudrais vous apporter a été publié dans ce livre. Et ce livre est le récit de cette expérience vécue pendant 6 ans au foyer de Grenelle, entrecoupé aussi de prédications. Et finalement, si j'ai fait cela, c'est parce que j'ai vécu un ministère qui s'articulait
étroitement autour de ces deux dimensions, de la prédication et de l'engagement social. Et donc je voudrais d'abord, dans une première partie, vous dire ce qui m'a incité à écrire ce témoignage et ce qui m'incite aujourd'hui à vous en parler. Dans une seconde partie, vous parlez du foyer de Grenelle en tant que laboratoire de la fraternité. Dans une troisième partie, vous parlez aussi de la fraternité qui se vit dans le champ politique. Et puis enfin, je conclurai dans une quatrième partie. Alors, ce qui m'incite à vous relater ce témoignage, c'est qu'en janvier 2015, souvenez-vous, la France est sous le coup des attentats perpétrés contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de Vincennes. Et alors, il y a un grand élan de solidarité qui se manifeste, en particulier lors de la journée du 11 janvier, qui est une journée, on pourrait dire, de communion nationale, ou en tout cas, il y a une grande ferveur populaire, par-delà les différences et les différends qui peuvent diviser la société. Et la question qui se pose assez vite, c'est comment faire pour que cette aspiration à la fraternité ne soit pas qu'un feu de paille éphémère, mais qu'elle devienne un engagement durable. Et à ce moment-là, il y a un écrivain du nom de Abdennour Bidar qui écrit un livre intitulé « Un plaidoyer pour la fraternité ». Et dans ce plaidoyer, il convoque les différents acteurs de la société, et notamment les religions, en leur disant vous, les religions, vous avez un patrimoine commun, au-delà de vos différences, vous avez une même exigence, celle de la fraternité. Or, construire des fraternités nouvelles, ajoute-t-il, c'est une urgence. C'est le principal défi peut-être que nous avons à relever à l'aube de ce XXIe siècle. Or, à ce moment-là, en 2015, je suis pasteur du foyer de Grenelle, qui est justement un de ces lieux où on tisse de la fraternité, et depuis longtemps, on n'a pas attendu les événements tragiques de 2015 pour le faire. Fraternité, c'est ainsi qu'on appelle le foyer de Grenelle, de même que les 13 autres lieux d'implantation de la mission populaire évangélique de France, qui est donc la Maison Mère. Alors, je ne dispose pas suffisamment de temps maintenant pour retracer l'histoire de la mission populaire évangélique de France et les différentes formes de fraternité qui seront imaginées pour faire face aux problèmes sociaux qui apparaîtront entre la fin du XIXe siècle, en 1871, qui est le moment de la naissance de la mission populaire, et aujourd'hui. Mais passe par exemple à l'apparition d'un prolétariat urbain avec la révolution industrielle du XIXe siècle, face à la persécution des juifs et des minorités pendant la Seconde Guerre mondiale, face au chômage de masse dans les années 80, pour l'accueil des réfugiés aujourd'hui. Bref, les défis sociétaux ont changé d'une époque à l'autre. C'est l'objet d'un long chapitre dans mon livre. Je ne vais pas m'y attarder. Je voudrais me centrer là maintenant sur ce qui sera finalement ma principale thèse, à savoir que je crois que la mission populaire et ses fraternités sont toujours aussi pertinentes et nécessaires aujourd'hui. En effet, on a beaucoup parlé de laïcité, et j'étais très intéressé par ce qu'ont dit les intervenants précédents. Du coup, je baserai plutôt mon propos là maintenant sur la fraternité. La fraternité, on en parle aussi beaucoup. C'est une valeur qui émaille bien les discours politiques et religieux aujourd'hui, mais il faut bien dire que c'est souvent une coquille vide, ou bien un faire-valoir. La fraternité est terriblement malmenée dans notre société, où les échanges humains souvent sont dominés par une sévère compétition économique, où les liens sociaux se délitent et où les solidarités reculent, où le nombre de personnes isolées aussi augmente. Et on se désole souvent de cette situation, mais que fait-on concrètement pour l'infléchir? Il importe de retrouver le goût à la fraternité, il importe de fabriquer du commun. Et je voudrais vous citer cette phrase de Laurent Schlumberger, qui était alors président de l'Église protestante unie de France, et qui disait lors d'un synode national: nous avons laissé se dissoudre quelque chose qui est en amont de l'égalité, en amont de la justice, en amont des droits et des devoirs, qui est ce lien essentiel et vital qui porte le nom de solidarité première ou de fraternité. Il devient urgent d'inverser le triptyque républicain et d'avoir le souci premier de la fraternité. Fraternité, égalité, liberté. En effet, c'est bien ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. Ça, c'est moi qui l'ajoute après cette citation. Nous n'avons plus guère envie de vivre ensemble,
nous nous sentons moins liés les uns aux autres, nous n'avons plus le sentiment de partager un destin commun. Et Abdenur Bidar, dans son livre, dresse d'une certaine façon le même constat et lance cet appel: remettons-nous, grâce au trésor de nos culturelles diverses, remettons-nous à fabriquer du commun. Remettons-nous à fabriquer du commun. Alors, en quoi le foyer de Grenelle peut être un laboratoire de fraternité? Alors, bien évidemment, c'est pas le seul, je n'aurais pas la prétention de dire ça, il y en a bien d'autres, mais c'est celui dont je peux parler puisque j'y ai vécu et je connais donc ce foyer de l'intérieur. En quoi le foyer de Grenelle est un laboratoire de fraternité? Au préalable, il me faut planter le décor et préciser que le foyer de Grenelle est implanté dans le 15e arrondissement. C'est un lieu d'accueil de jour qui est ouvert entre 9h et 22h chaque jour et dont le projet est d'accueillir chacun sans discrimination. Et c'est ainsi que plus de 1000 personnes passent par semaine dans ce lieu pour des raisons diverses: bénévoles, demandeurs d'asile, personnes en recherche d'hébergement, migrants sollicitant une aide juridique, SDF venant pour un petit déjeuner chaud, protestants venant à un partage biblique, agnostiques en recherche, associations demandant une salle, enfants ou adolescents venant pour une activité de loisir ou pour de l'accompagnement scolaire, bref, des publics différents qui viennent là et qui se retrouvent, mais à la différence de ce qui se passe dans la rue, si je puis dire, ces personnes ne font pas que se croiser. Nous les incitons aussi à se rencontrer et pour cela, nous mettons en place un certain nombre de choses, dont un café sans alcool en particulier qui est ouvert tous les jours et qui permet à ces différents publics non seulement de se croiser, mais aussi de se parler. Je voudrais focaliser votre attention sur une expérience que nous avons vécue en particulier, qui est un accueil petit déjeuner pour personnes en grande précarité. Le point de départ de la création de cet accueil particulier, c'est l'insatisfaction des accueillants du foyer qui nous disaient: dans cette salle d'accueil, il n'y a pas un espace suffisant pour accueillir chacun confidentiellement, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir surtout l'écouter, alors qu'il y a un besoin criant, notamment parmi ceux qui sont dans une grande souffrance sociale. On n'a pas la possibilité d'accueillir véritablement chacun. Alors, suite à cette remarque, à cette doléance, nous décidons d'ouvrir un autre espace dédié au petit déjeuner. Alors bien évidemment, l'objectif n'est pas de se substituer à des structures existantes et mieux équipées que nous, qui accueillent les gens de la rue, qui ont l'équipement pour cela, mais aussi le personnel, des éducateurs de rue, des psychologues. Mais il s'agit simplement pour nous d'offrir un espace d'accueil et de parole où on pourra entrer en relation les uns avec les autres, discerner les demandes et orienter les personnes vers les services adéquats. Assez vite, nous nous donnons une règle, c'est que les bénévoles qui vont participer à cet accueil petit déjeuner du matin acceptent de se réunir une fois par mois pour une réunion d'échange de pratiques en équipe en présence d'un psychiatre. Petit à petit, au fil de l'expérience, nous élaborons un savoir-faire, nous nous donnons un code de conduite, quelques principes simples. D'abord, ne pas faire trop vite intrusion dans la relation à l'autre, à celui qui vient, prendre le temps de l'apprivoisement. Ensuite, ne pas faire à la place des personnes, dans la mesure du possible, être plutôt à côté d'elles, plutôt qu'au-dessus ou devant. Ensuite, favoriser tout ce qui va permettre d'instaurer une relation de confiance. Enfin, favoriser les échanges entre pairs et la co-construction de projets communs. Et c'est ainsi qu'ont été mis en place des ateliers d'écriture ou des ateliers de théâtre, ou que des missions ont été confiées à certains groupes, comme par exemple l'organisation de la collecte alimentaire qui se déroule actuellement dans toutes nos villes de France. Et puis aussi, dernier principe, dans la mesure du possible, essayer de confier à telle ou telle personne des responsabilités précises, et c'est ainsi que, par exemple, le bar sans alcool dont je vous parlais tout à l'heure est tenu à tour de rôle par des personnes qui viennent au foyer, d'abord en tant qu'accueillis, et qui petit à petit prennent plus de place dans la participation et dans la gestion du vivre ensemble. Et c'est ainsi qu'on a pu voir des résultats, certes pas des résultats spectaculaires, mais tout de même, au fil des jours et des semaines, voir que des gens
reprenez confiance, reprenez goût à tisser des liens avec d'autres et osez devenir acteur de tel ou tel projet. Une autre expérience que je voudrais souligner, c'est celle d'un espace collectif pour chercheurs d'emploi. L'intuition au départ, nous avons accueilli des chercheurs d'emploi d'abord pour les entretiens individuels et assez vite nous nous sommes dit qu'il fallait un espace collectif, un espace de partage, en se disant qu'un espace collectif pouvait représenter un tremplin intéressant pour un chercheur d'emploi, pour qu'il ne se retrouve pas seul face à ses questionnements et dans le vertige du vide occasionné par le manque d'emploi, mais qu'il puisse trouver un lieu où nouer des liens avec d'autres, où il est possible de s'écouter mutuellement, où il est possible d'exprimer ses difficultés et ses espoirs sous le regard bienveillant des autres personnes qui se trouvent dans la même situation que lui. Et là aussi, au fil des mois, un outil a été forgé à partir de quelques principes et quelques règles de fonctionnement. Au fond, il s'est agi de mettre en place un cadre qui favorisait la confiance mutuelle et le développement de l'empowerment, qui est un mot qui fait beaucoup florès aujourd'hui, en particulier parmi les travailleurs sociaux, un concept qui a été développé par un chercheur canadien du nom de Yann Le Bossé, qui pose la question de qu'est-ce qu'on met en place pour développer le pouvoir d'agir de chacun, agir sur sa propre situation, mais aussi agir sur la société. Et c'est ainsi qu'un cadre a été mis en place pour cet espace collectif d'échange, avec quelques règles simples. D'abord, de pouvoir instaurer une convivialité avec du café, des petits gâteaux, et puis aussi de pouvoir être dans le non-jugement et l'acceptation de l'autre, de pouvoir aussi inviter chacun à pouvoir faire le récit de sa recherche d'emploi, pratiquer l'interpellation mutuelle également, mais sous le regard bienveillant des autres, tenir un journal de bord pour faire le lien entre les différentes réunions. Et ce groupe, cet espace collectif, a pu produire des résultats aussi assez intéressants, où on a vu des gens reprendre confiance, des gens se coacher mutuellement, par exemple dans leur recherche d'emploi, se coacher pour la préparation d'un entretien d'embauche, par exemple. Une autre dimension, c'est ma troisième partie que je développe là maintenant rapidement, c'est le fait que le foyer se veut être une fraternité qui se vit aussi dans le champ politique. Tout un chapitre dans mon livre qui est consacré à ça. Alors c'est vrai que le fondateur de la Mission populaire évangélique de France en 1871, le pasteur McCall, avait pris le parti, lui, de se tenir à l'écart de tout débat politique. Mais après la Seconde Guerre mondiale, dans la mouvance du christianisme social, la plupart des acteurs de la mission populaire pensent que la fidélité à l'évangile doit aussi s'incarner dans la défense de la dignité humaine, dans la contestation aussi, le cas échéant, de structures de pouvoir oppressives. Et c'est ainsi que, dans sa charte, la mission populaire a cette phrase que je vous lis. Les membres de la mission populaire constatent qu'il n'y a de fatalité ni dans l'injustice, ni dans l'oppression, ni dans l'échec. Ils veulent, en solidarité avec toutes celles et ceux qui doivent lutter pour leurs droits et leur dignité, rendre habitable et fraternelle la terre habitée. Alors il faut bien dire que parmi les bénévoles qui viennent au foyer, souvent ils viennent pour une activité précise et que cette dimension politique peut les étonner. Mais peut-on limiter l'action sociale à simplement soigner des symptômes sans essayer de rechercher les causes de ce qui provoque le mal et de ce qui déchire le tissu social? D'où l'importance de prendre le temps du débat sur des sujets de société, sur des sujets politiques, des sujets qui concernent la vie de la cité, en se rappelant bien évidemment que le foyer n'est pas un parti, n'est pas un appareil à la conquête du pouvoir, mais un lieu de débat citoyen. Et c'est ainsi qu'en 2014, pour ne vous donner qu'un exemple, nous avons consacré plusieurs temps de réflexion et de débat, et même une assemblée générale, au thème suivant: pour une société plus solidaire, plus sobre et respectueuse de l'environnement. Avec la conviction que le foyer, en choisissant ce thème comme sujet de réflexion pour une année, participait à des dynamiques plus larges qui traversent toute la société et
pouvait, lui, à sa mesure, contribuer à la construction d'une société autre, contre la marchandisation du monde, pour la préservation de l'environnement, pour une démocratie plus participative. Et c'est ainsi que nous avons pris contact, et nous avons travaillé avec différents collectifs comme le Pacte civique, par exemple, que peut-être vous connaissez, le convivialisme ou les colibris, dont le fondateur est Pierre Rabhi. Je conclurai avec ces deux convictions, qui pour moi sont deux convictions fortes, qui ne sont pas spécifiquement protestantes, et c'est heureux d'autres familles de pensée les partagent, et nous n'avons aucune raison, me semble-t-il, de les confisquer, nous n'en avons pas l'exclusivité, mais en revanche, je trouve que c'est important aussi de pouvoir rendre compte de la source où nous puisons nos convictions, ces convictions qui portent nos engagements, et pour nous, protestants en particulier, cette source, c'est la Bible. Et donc, la première conviction forte, qui découle du sola fide des réformateurs, c'est que vivre dans la confiance, c'est fondamental. Confiance en Dieu pour ceux qui invoquent Dieu, mais aussi confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en demain, confiance en la vie. La confiance est un bien trop précieux pour qu'on s'en passe. On le sait, c'est un fondement nécessaire à la construction de l'individu et aussi à la construction de la société. Et c'est pour cela que je crois, en tant que chrétien, nous avons cette responsabilité, chaque fois que c'est possible, de tisser de la confiance. Et c'est important de se rappeler que Jésus est celui qui, par excellence, lorsqu'il rencontre des personnes et des femmes, essaie de les remettre en confiance. Voilà, ça c'est ma première conviction. Et la seconde conviction, qui découle un peu de la première, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il nous faut tisser du collectif. Il nous faut fabriquer du commun, pour reprendre l'expression d'Abdémir Villard. Fabriquer du commun pour contrer un individualisme dévastateur, un esprit de compétition érigé en système. Et là, en particulier, les épîtres de Paul dans le Nouveau Testament peuvent être une précieuse source d'inspiration pour réapprendre à vivre en communauté, en se rappelant que dans le mot communauté, il y a le mot commun, mettre en commun, partager les valeurs, des projets communs. Et je souligne l'importance du collectif pour retrouver espoir, en particulier quand ce collectif est un espace de partage bienveillant. On le sait, la confiance reçue des autres est un puissant levier, un levier pour pouvoir agir sur sa propre histoire et aussi sur l'histoire collective. Je vous remercie. Et donc, notre dernier intervenant avant la conclusion, c'est Rainer Dumont, président donc du CPCV. Merci. Vous êtes une association protestante, religieuse. Malheureusement, nous ne pouvons pas cette année travailler avec vous. Vous faites un excellent travail, néanmoins. Les locaux dans lesquels vous faites vos stages appartiennent à une paroisse. Elles sont contiguës à un lieu de culte. Il ne vous est pas permis d'accueillir des personnes en recherche d'emploi dans ces lieux. Vous devez respecter la laïcité. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour, et merci de m'accueillir ce matin, et pardonnez-moi d'avoir introduit ce débat, la manière d'introduire ce débat par ces quelques phrases que nous avons vécues et entendues. Pour citer le débat tout de suite, le CPCV est une association qui date de 1944, qui fait partie de la Fédération protestante de France, et nous sommes chaque année aussi invités au synode de l'Église protestante unie. Association fondée en 1944 pour soustraire une population des horreurs de la guerre. Le pasteur Jean Jousselin organisait des colonies fictives pour abriter des enfants juifs
et éviter leur déportation. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là, mais nous avons gardé les mêmes statuts. Les actions ont évolué. Mais avouez que devoir changer le CIV et de remplacer le mot protestant, d'annuler des sessions de formation dans certains lieux pour pouvoir continuer à répondre à la demande publique, nous questionne. Oui, aujourd'hui nous continuons comme par le passé à faire de la formation dans le domaine de l'animation, du sanitaire et social, et nous tendons la main à des personnes très diverses qui rencontrent sur ce territoire des difficultés. Des personnes sans domicile fixe, sans travail, réfugiés qui quittent leur pays pour survivre. En effectuant ces actions, nous entendons trop souvent d'autres phrases. Les personnes auxquelles vous vous adressez ne méritent pas d'être aidées. Elles devraient faire un effort, elles trouveraient du travail. Les migrants qui envahissent notre pays n'ont rien à faire ici. Ces réflexions à l'emporte-pièce sont terriblement humiliantes parce qu'elles sous-entendent une généralité définitive, un jugement implacable, même si elles sont parfois pour rire. Mais comme vous le savez aussi bien que moi, dans ce pays, on ne rigole pas tellement quand on évoque publiquement qu'il y aurait deux catégories de Français, les purs et les autres, et qu'un étranger serait plus susceptible que d'autres d'être un délinquant. Les mots ont du poids. Et c'est pourtant ici que je vis. C'est dans ce pays, sur ce territoire que j'ai entendu ces phrases assassines. C'est dans ce contexte que, avec 120 travailleurs sociaux et formateurs, et l'ensemble du personnel du CPCV, nous travaillons. Je sais, chacun à sa façon trouverait une excuse aux situations décrites, aux mots prononcés. Les uns nuanceraient leurs propos, les autres tenteraient d'analyser le contexte. J'ai aussi relu Le Petit Prince. C'est aussi lui, et puis je tire ce texte d'un article. C'est aussi ce Petit Prince qui raconte à l'adulte son long voyage, sa quête amie. C'est lui, cet enfant venu de nulle part, qui décrit le comportement absurde des grandes personnes, qui ne se soucient que d'elles-mêmes, cherchent toutes une raison de vivre, une manière de justifier leur vie. C'est cette humanité fragile et refermée sur elle-même qui nous est décrite en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est le passé, durant la guerre. Normal. Mais aujourd'hui, en 2017, la fragilité humaine, ici, sur ce territoire, à Enghien, reste perceptible, même si la société la rejette souvent avec violence. Même cette même société pleine de reconnaissance pour ceux qui sont productifs, beaux, jeunes, performants, mais qui exclut toute forme de faiblesse, l'échec, le handicap, la pauvreté, le vieillissement. En tant que président du CPCV, je conteste cette course à la performance, au moins-disant, à la numérisation des personnes, à la déshumanisation de la vie. Je lutte avec les travailleurs sociaux, avec les formateurs de cette association, toujours et encore, contre cette course, et j'affirme avec mes collègues que chaque être humain a le droit d'être reconnu aujourd'hui comme personne. Que cette personne a reçu une
identité indépendante de ses qualités, de ses origines, de ses appartenances. Je pourrais ici maintenant vous énumérer les différentes actions dans les locaux de la paroisse, les différents stages, la centaine de stagiaires qui se forment, centaines de stagiaires d'un bas niveau qui se forment à aider l'autre. Je pourrais vous parler des 120 migrants qui sont chez nous aujourd'hui, 120 migrants en file active, aussitôt qu'il y en a un qui part, le suivant arrive. Je pourrais aussi vous parler de notre action, l'alternative à la prison, d'enfermer des gens pendant des années entre quatre murs. Pour certains, ça ne vaut pas la peine. Il faut faire autre chose. Ça serait trop fastidieux. Et puis je vous invite à regarder notre site internet pour les centaines d'actions que nous faisons. Mais permettez-moi de vous résumer ces actions de 4 objectifs. 1. Même si le poids des mots, si les mots ont du poids, ces mots que nous venons d'entendre, que nous subissons tous les jours, nos origines, nos appartenances, éthiques, culturelles, religieuses, sociales sont différentes. Nos convictions au CPCV entrent en résonance avec d'autres valeurs humaines. Le questionnement sur le sens de la vie, la recherche et la compréhension de notre identité, personnelle et collective, le vivre ensemble, hommes, femmes, intergénération, la transformation de nos relations pour un monde plus écologique et surtout plus solidaire. 2. Même si ce monde est souvent en panne d'espérance, nous souhaitons travailler en liaison avec d'autres, avec cette paroisse d'Anguien, à la construction et à la consolidation d'une société humaine, et tentons de résister aujourd'hui, plus que jamais, à tout projet qui tenterait à restreindre la liberté de conscience, d'expression et de débat. C'est la raison pour laquelle nous affirmons nécessaires les espaces d'accueil favorisant l'épanouissement personnel, explorateurs d'idées nouvelles, acteurs d'utilité sociale différents des services publics ou d'une société marchande, espace protecteur de démocratie, de rencontres interculturelles, espace créateur de laïcité qui permettent et qui mettent en valeur différentes formes de foi. 3. À l'écoute des transformations de notre société, au CPCV, nous ne pouvons admettre que la pauvreté, la précarité, le chômage, la solitude, l'exclusion et de multiples formes de souffrance soient toujours et encore considérées comme fatalité. Nous ne pouvons accepter qu'un être humain ne puisse manger à sa faim, reposer sa tête en un lieu sûr et soit considéré, et ne soit pas considéré comme une personne entière dans le corps social. C'est la raison pour laquelle, avec l'entraide protestante et d'autres, nous nous engageons à privilégier le développement personnel au travers des formations, à l'élaboration de projets professionnels et de vie, qui permettent de dépasser les déterminismes sociaux et culturels. 4. En ce début du XXe siècle, où plus que jamais les identités individuelles, les communautaires, les appartenances, les traditions, les ancrages, les systèmes de référence prennent une place importante dans notre pays,
nous pensons que l'enjeu d'une société, d'une laïcité ouverte, est de prendre en considération ces formes d'identification, de les analyser, de les réguler et de mettre à la construction d'espaces, de permettre à la construction d'espaces communs et respectueux. Lieu où l'on passe d'une laïcité d'incompétence, le religieux ne nous regarde pas, à une laïcité d'intelligence, comme le disait, j'ai d'autres références, Régis Debray. Il est de notre devoir de comprendre et de poser ensemble le sens de notre projet et pourquoi pas le sens de la vie. Malgré le poids des mots, fort de nos engagements, naïfs et curieux comme ce gamin venu de nulle part, notre travail s'effectue dans ce territoire avec la paroisse d'Anguien, qui ne met pas simplement à notre disposition des locaux, mais bien plus. Ce quelque chose qui n'est pas dit et qui n'est pas palpable, mais qui fait toute la différence. Être, nous aussi, accueillis dans une communauté chrétienne. De pouvoir parler, de pouvoir écouter, de pouvoir rencontrer un pasteur. Aussi bizarre que cela paraisse, c'est parfois essentiel pour celui qui cherche sens à son existence, qui se questionne, qui recherche le divin. Malgré le poids des mots, à Saint-Prix, Conflans, Paris, Hermont, Enghien et ailleurs, nos formations, nos actions d'accompagnement se poursuivent. Sont-elles protestantes? Notre association reste-t-elle protestante sans sa référence explicite au protestantisme, sans ce P apparent que nous avons dû relever pour répondre aux appels d'offres? Nous en sommes convaincus. Dessinons ensemble un autre présent. Donc je remercie René Dumont ainsi que Christian Bouzy et j'invite en dernier lieu pour un petit mot de conclusion Antoine Louis donc à reprendre la parole. Merci. Voilà, alors 1517-2017, nous avons dans cette matinée pas mal revisité l'histoire, mais revisité l'histoire pour interroger le présent. Et je voudrais juste, en guise de conclusion, dire quelques mots sur, à mes yeux, les défis qui se posent à l'Église de nos jours. La première chose, c'est qu'il faut prendre conscience que nous sommes au cœur d'une reconfiguration religieuse majeure. On a évoqué tout à l'heure, Christian Chavel a évoqué tout à l'heure la fondation de l'Église protestante unie, et au moment de la fondation de protestante unie, le président de cette Église, Laurent Schumberger, disait la chose suivante. Il disait, depuis 2 siècles à peu près, le protestantisme s'est construit comme étant une alternative à un catholicisme hyper majoritaire. Une alternative qui était un peu plus libérale, un peu plus ouverte aux sciences humaines, un peu plus ouverte aux femmes, un peu plus... Mais une alternative. Il dit, aujourd'hui, l'Église catholique n'est plus majoritaire en France, donc ce positionnement-là n'a plus aucun intérêt. Donc arrêtons de nous positionner contre. Vous savez, cette définition en protestant, c'est quoi? Un protestant, il ne croit pas au pape et les curés ont le droit de se marier. Non. Arrêtez de vous définir contre, mais définissez-vous pour. Qui est Jésus-Christ aujourd'hui? Quels sont les enjeux qui se posent à vous aujourd'hui? D'autant que,
Alors la question est-ce que le catholicisme est encore majoritaire ou plus en France fait un peu débat au sein des sociologues. Si aujourd'hui, je ne sais pas si ça fera débat, dans 10 ans ça fera plus débat. Hein. Je voudrais juste peut-être je vais vous donner juste un chiffre. En 1965, il y a 50 ans, j'avais 10 ans, j'étais élève dans un lycée public à Paris. Au mois de mai, il y avait la semaine de retraite des petits catholiques qui préparaient leur communion. Pendant une semaine, au lycée, on était 3. Il y avait moi-même qui était catéchisé protestant, quelqu'un qui s'appelait Rosenberg, quelqu'un qui s'appelait Ben Brahim. En 1965, dans un lycée parisien, public, 90-95% des enfants étaient catéchisés. 30 ans plus tard, 1995, je sors mon livre en catéchisme protestant. J'interroge mon fils, qui était en 6e. Je lui dis, dans ta classe, combien est-il d'enfants catéchisés? Les doigts des deux mains ont suffi pour les compter. Aujourd'hui, 2017, le mois dernier, j'étais dans un diocèse du sud-ouest, le diocèse rural, dont l'évêque est un de mes amis. Il m'a demandé de venir là pour animer cette journée diocésaine sur les 60 ans de la Réforme. Le soir, nous dînons ensemble, je lui pose la question, dans ton diocèse, quelle est, selon toi, la proportion d'enfants qui sont catéchisés par ton église? Il m'a dit entre 1 et 2%. Voilà. Je vous dis, nous sommes en pleine reconfiguration. Premièrement, la France est de moins en moins catholique. 2, les églises sont de plus en plus colorées. Et tout à l'heure, Yannick Fer évoquait le fait que j'avais été à l'origine du projet de Mosaïque, qui était donc ce défi posé à la fédération protestante du dialogue avec les églises issues de l'immigration. Les églises issues de l'immigration est un phénomène massif qui est en train d'arriver au christianisme en France aujourd'hui. Dans le livre de Yannick Fer qu'il a présidé, il a cité tout à l'heure l'étude de Bernard Couillot, qui disait que dans l'agglomération Melun-le-May, 60 000 habitants, Bernard a identifié 17 églises africaines. Hein? On ne s'imagine pas ce que ça veut dire. Hein? Je vais vous donner, là encore, juste un exemple. Il y a quelques années, je faisais une émission à Radio Notre-Dame. Radio Notre-Dame, donc j'interviens, après je vais prendre un café avec le journaliste. Le journaliste me dit que la veille, il avait interrogé un évêque de la région Île-de-France, et que cet évêque lui avait dit qu'actuellement l'Église catholique avait du mal à trouver un évêque pour pourvoir le siège de Saint-Denis. Raison invoquée, en Seine-Saint-Denis, il y a plus de protestants que de catholiques. Je peux vous dire que pour moi, protestant, qui suis né protestant, et que depuis que je suis tout petit, je sais que le protestantisme est minoritaire en France, sauf peut-être dans un petit coin perdu au fin fond de l'Alsace. Dans le département le plus peuplé de l'Île-de-France, au dire même de l'Église catholique, il y aurait plus de protestants que de catholiques, c'est copernicien. Mais s'il y a plus de protestants que catholiques, c'est pas grâce à l'Église réformée, le Jésus, tout ça, ça serait c'est grâce vraiment à l'émergence massive de ces églises issues de l'immigration. Et à côté de cette émergence massive, il y a aussi, on voit, ce qu'on peut appeler l'africanisation de nos églises traditionnelles. Toutes les églises sont concernées, y compris les églises du centre-ville. J'ai été moi-même, le dernier poste que j'ai occupé, c'était en banlieue à Villeneuve-Saint-Georges. À Villeneuve-Saint-Georges, quand je suis arrivé en 2005, c'était 60% d'origine française, 40% d'origine africaine. Aujourd'hui, mon successeur, c'est 80-20. Et demain, l'église de Villeneuve-Saint-Georges est uniquement africaine. Donc vraiment, c'est un phénomène, voilà, qui est devant nous, et donc, on peut être pour, on peut être contre, c'est de la réalité, nous devons la prendre en compte. Et que cette réalité, à mon avis, pose 3 défis à nos églises aujourd'hui, et ce seront mes derniers mots. Premier défi, nos églises ont peut-être la chance d'être des lieux de laboratoire de rencontres et de communautés. Je dis, c'est pas donné. Parce que nous trouvons aussi dans les églises des communautarisations. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure un exemple que je connais très bien de Villeneuve-Saint-Georges, où aujourd'hui, ça devient de plus en plus une église africaine, et que moi j'ai essayé, tant que j'ai pu, d'essayer de retenir la population gauloise, comme on peut dire. Hein. Mais pendant le temps que j'ai passé, les 5 ans que j'ai passé à Villeneuve-Saint-Georges, j'ai accueilli beaucoup de familles africaines. Il y a quelques familles d'origine française qui ont visité mon église et qui ne sont pas arrêtées. Donc, dans les églises aussi, on arrive sur une ségrégation, hein, mais il me semble que là, nous avons un déficit. Comment on joue les églises comme étant effectivement peut-être un de ces lieux où peuvent se rencontrer les différentes communautés. Deuxième défi,
défi de ces questions, de ces églises, c'est la question de la formation spirituelle et théologique. Pour la rédaction du rapport, qui était à l'origine du projet Mosaïque, je rencontre le responsable des églises chinoises en France, qui m'explique qu'en 2002 déjà, il y avait 19 églises protestantes chinoises dans Paris intramuros, c'est-à-dire dans Paris intramuros, plus d'églises protestantes chinoises que de paroisses de l'église réformée de France. Et à ce moment-là, je lui pose la question, il me parle de la conversion des jeunes chinois qui arrivent en France. Je lui pose la question, pourquoi protestant plutôt que catholique? Il m'a dit, c'est pas difficile. À Paris, il y a un prêtre qui parle de mandarin, nous on forme des pasteurs en 3 mois. Donc, on forme des pasteurs pour répondre à la demande au fur et à mesure que ça vient. Le problème, c'est que les pasteurs qui se font former en 3 mois, c'est des bons évangélistes, mais c'est des mauvais pasteurs. Ils sont capables de dire Jésus-Christ, d'annoncer, de convertir, mais ils sont aussi capables d'accompagner dans le temps. Je vous rappelle que la définition d'un pasteur, c'est pas quelqu'un qui prêche tous les dimanches, c'est quelqu'un qui prêche tous les dimanches devant la même assemblée, qui prêche 200 fois devant le même public. Et ça, si vous n'avez pas une solide formation théologique, vous commencez à vous répéter, hein, ou à dériver. Donc, la question, le défi, la question de la formation de ces communautés, et là, il y a un vrai défi, et je crois que, et c'est vraiment là-dessus que j'ai essayé de réveiller la fédération protestante en disant que nous avons un défi à relever. Bon, il le fait pas, mais en tout cas pour moi c'est vraiment la grande question qui se pose au protestantisme dit installé, magistériel, quoi, hein, par rapport à l'évolution de la question d'évolution religieuse dans notre pays. Enfin, dernier point et pour terminer. Nous protestants, nous savons que si nous sommes enfants de Luther, c'est premièrement, essentiellement grâce à Gutenberg. Je veux dire par là que il y a eu des frères réformateurs avant, hein, tout à l'heure René Ding a cité Jan Hus, hein, qui avait des idées qui étaient peu éloignées de celles de Luther. Hein, et pourquoi est-ce que la réforme de Luther a prise et pas celle de Gutenberg, et pas celle de Jan Hus? C'est tout entre les deux, l'imprimerie est passée par là. L'imprimerie est passée par là, et la diffusion de la pensée, et on le sait, quand un homme commet un peu dissident, on peut arrêter un homme, on ne peut pas arrêter un livre. L'historien Jean Delumeau prétend qu'entre 1517 et 1520, il aurait été édité 300 000 ouvrages de Luther. 300 000. Même pour aujourd'hui, c'est des chiffres impressionnants. Imaginez-vous ce que c'était pour cette époque-là. Hein. Et le protestantisme s'est construit sur le rapport à l'écrit, sur le rapport à la Bible. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer de ce qu'on appelle de l'ère Gutenberg à l'ère, alors, si on fait un effet de style, on est passé de Gutenberg à Zuckerberg. Bon, de l'ère Gutenberg à l'ère actuelle. Aujourd'hui, on est dans le digital, on est dans le numérique. Le rapport à l'écrit est beaucoup moins important. Or, est-ce que le protestantisme peut continuer à exister avec un rapport moins important à l'écrit? Hein? Est-ce que le rapport consécutif à l'écriture est-il ça appartient à l'identité protestante, à l'ADN du protestantisme, ou c'est simplement un moyen qui a été utilisé pour pouvoir défendre sa position? Je laisse le débat ouvert, je ne vais pas trancher. Mais en tout cas, alors moi si, je vais répondre pour moi, si bien sûr je crois à l'importance fondamentale de l'écrit, je crois que cette importance fondamentale de l'écrit, aujourd'hui, nous devons défendre, le rapport à l'écriture, le rapport à l'écrit en général, le rapport, je vous évoquais tout à l'heure, ce pari de l'intelligence, le pari du débat, le pari du dialogue, et bien il me semble que c'est cet enjeu-là, ce défi-là, ce pari-là, qu'aujourd'hui, l'Église magistérielle, nous avons à relever, et je vous remercie. Je rappelle qu'avant Gutenberg, une Bible coûtait le prix d'un cheval. Donc, c'était du sérieux. Alors, le mot d'affaire, simplement vous dire merci, merci bien. Il reste certainement encore des livres. Si vous voulez rencontrer nos auteurs dans l'entrée, dans le lobby, c'est bienvenu. Voilà, et merci, bonne journée à chacun d'entre vous.